Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère, on se retrouve avec le Fear and Greed Index à 24 ici dans la peur et le marketeur d'Orflow en recherche d'achat. Pour les plus courageux, on se retrouve demain à 22h sur Twitch, comme tous les dimanches pour tirer au sort nos gagnants de la semaine. Si tu veux tenter toi aussi de gagner un NFT Zap Crypto, tu as juste à laisser un commentaire sous les Zap Crypto de la semaine. Bon visionnage à tous, c'était Zap Crypto. Tout d'abord, que vous soyez un notarié ou bien un simple énergumène, je sais qu'en ce moment, les nouvelles qu'on voit ainsi que les cours ne sont pas des plus joyeuses. Mais posez-vous 5 minutes pour analyser la chose. Pensez un coup à Bernard qui tous les soirs après son boulot de con va boire ses 5 pastis au PMU. Lui, il y comprend rien à ce qui se passe. La seule inflation qu'il connaît, c'est celle de son bid à bière. Alors que vous, si vous êtes ici, c'est que vous êtes moins con que Nanar. Vous vous souciez de vos finances et de votre avenir. Alors n'ayez crainte, dans quelques années, Nanar, il sera clamsé et vous, vous irez drôlement mieux. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue grandement. N'investissez donc uniquement ce que vous êtes prêt à perdre. Donc en fait, Guillaume, quel est ton avis aujourd'hui par rapport aux réseaux sociaux? Est-ce que c'est utile pour commencer et est-ce que c'est toujours intéressant aujourd'hui? Bon, il n'y aura pas de bonne réponse. On va nuancer, hein. Il y a du très bon dans les réseaux sociaux, surtout lorsqu'on débute, où on n'est pas encore autonome et on est à la recherche un peu de stratégie, de méthode, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et d'un autre côté, sur les réseaux sociaux, il y a vraiment de tout. Et souvent, en plus, on a tendance à montrer ce qui marche et pas ce qui ne marche pas. Donc, on va avoir une vision un peu faussée comme la vie des gens sur Instagram. Hein. On prend la vie des gens est merveilleuse sur Instagram et dans la réalité, c'est tout autre chose. Et pour l'investissement, ça va être exactement la même chose. Donc, il faut se méfier, mais ça peut être utile quand même quand on démarre pour trouver une sorte de mentor ou des mentors par exemple. Voilà, mais il faut faire très attention. Non, c'est vrai. Je pense que c'est vrai qu'il faut. C'est intéressant pour commencer. On va pas se leurrer. Si on commence, on veut apprendre à investir. J'ai envie de te dire, oui, on peut très bien le faire sans, mais il y a du bon. Voilà, on va pas faire que cracher dessus. Il y a du bon, il y a du mauvais. Moi, je pense qu'il faut pas être naïf. Il ne faut pas croire le premier venu en fait sur tout ce qu'il va pouvoir dire. C'est pas parce qu'une personne a l'air de maîtriser un sujet qu'il le maîtrise. Ça aussi c'est important de le comprendre. Moi l'exemple que je donne à chaque fois c'est ok. Moi par exemple j'y connais absolument rien en mécanique. Tu vois, c'est pas parce qu'un mec te parle 2 secondes de mécanique et te sort 2-3 mots que tu comprends pas que ce mec est expert. Ça se trouve le mec c'est une brêle. Et juste voilà, il a appris ça. Et c'est pareil en trading ou en investissement, c'est pas parce qu'un mec ou une femme, peu importe, mais fait de l'analyse technique, parle de choses qui vous semblent, on va dire complexes, avec des mots que vous ne comprenez pas, que cette personne est compétente et expert en quoi que ce soit. Donc ça, c'est important quand même de le dire. Moi, je pense que surtout, ce qui est important, c'est de se poser des questions simples sur qui est cette personne. Déjà en fait, est-ce que cette personne s'il fait du trading, est-ce que c'est un trader? Vraiment la question de base, mais je peux vous assurer que posez la question, est-ce que tu es trader et est-ce que tu vis du trading? Et en général là vous pouvez... Et depuis combien de temps? Surtout, depuis combien de temps? Et je pense que là vous pouvez déjà mettre de côté une bonne partie de tout le contenu que vous allez trouver en fait sur les réseaux sociaux. Après il faut quand même chercher des gens d'expérience. Si vous cherchez des mentors, des gens qui ont moins de 5 ans d'expérience, ça va être compliqué parce qu'ils n'auront pas assez de vécu pour vous apporter quelque chose. Une autre petite news qui est sortie, je trouvais ça très intéressant. Il reparle aussi, c'est toujours Goldman Sachs qui reparle de notre moyenne mobile 50, comme je vous le disais juste avant. Ça peut être éventuellement un objectif pour repasser entre guillemets bullish court terme. Donc pour l'instant, nous n'y sommes absolument pas. Goldman Sachs estime que le Bitcoin pourrait chuter à 12 000 $. Bon, partez du principe que ça permet en réalité de donner des objectifs, 1, de prix, 2, temporel, de quelque chose qu'on n'ira absolument pas. Donc généralement, quand ils annoncent du 12 000 $, c'est qu'on va s'arrêter nettement au-dessus, voire on n'ira pas du tout. Mais ça permet de continuer à alimenter un narratif extrêmement baissier, malgré qu'ils peuvent avoir tort ou raison, c'est pas l'objectif. L'idée, c'est que ce type de news, en réalité, permet d'alimenter le sentiment de marché. Et on le sent de plus en plus que ce sentiment de marché est baissier. Or,
Le problème, c'est qu'on cherche des longues et non pas des ventes actuellement, ce qui potentiellement peut accentuer ce narratif plausible, évidemment. Donc il l'explique extrêmement bien, les analyses. Alors je ne sais plus où est-ce que si je vous avais pris ça. Voilà, je vous laisserai le lire sur Cryptonautes, c'est toujours très intéressant. Il explique pourquoi il voit ce prix-là, mais ils disent mais c'est pas perdu, parce que si on repasse au-dessus des 21 250$, voire les 25 000$, à ce moment-là, on annule les 12 000$. Donc vous comprenez à peu près l'histoire, mais ça permet d'alimenter un narratif, évidemment. Nouveau partenariat entre ENS, c'est-à-dire Ethereum Name Service, et Coinbase, le deuxième plus gros exchange de crypto-monnaies au monde actuellement. Le but de cette association est simple, permettre aux utilisateurs de Coinbase d'échanger des cryptos avec un pseudo qui leur sera propre, et plus via l'adresse de leur wallet. Ce qui permet donc d'éviter les erreurs et de ne plus avoir à vérifier plusieurs fois son adresse par peur d'envoyer ses crypto-monnaies à la mauvaise personne. On peut aussi dire que c'est un petit pas vers la construction d'une identité numérique personnelle. Tous ceux qui partagent que leur plus-value. Ouais, voilà. Et malheureusement, ça a été amplifié par les plateformes qui maintenant permettent de partager des trades. Moi, ce qui me fait toujours marrer, c'est qu'en fait, les plateformes sont très malines parce que ils t'affichent un magnifique pop-up et ils te disent plus 1000%. Et en fait, c'est un 1000% qui est complètement biaisé parce qu'il est basé sur l'effet de levier. Sauf qu'en réalité, il y a peu de chances pour que la personne elle ait pris le maximum d'effet de levier par rapport à son capital, tu vois. Donc en fait, il te met 1000%, donc la personne est hyper contente, elle le partage et elle dit regardez les gars, mais en réalité peut-être que le mec il a pris 10 ou 20%, tu vois. Non, mais s'il partageait, il faudrait qu'il partage une clé API en lecture où on voit ce qui se passe sur le compte en vrai. La vraie plus-value, en dollars, tu vois. Mais en général, ça personne ne le fait. Personne affiche combien tu as gagné. Parce que je suis sûr que très souvent, les montants seraient tellement ridicules qu'au final, ils auraient honte. Par contre, afficher un gros pourcentage, ça, il n'y a absolument aucun doute, tu vois. Donc ça c'est assez ironique, tu vois. Et je rajouterais qu'il faut faire attention à ne pas vouloir se comparer avec tout le monde. Parce qu'on a tous des situations différentes. Il y en a qui ont plutôt 20 ans, il y en a qui ont 50, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont un niveau de vie différent du nôtre, il y en a qui ont des envies différentes, des projets différents. Des stratégies différentes. Du coup, on a tous des stratégies différentes et quelqu'un qui va vendre tout son portefeuille, ça ne veut pas dire que c'est le moment de vendre, ça veut dire que pour lui, dans sa stratégie, c'est un moment de vendre intéressant pour lui. Mais peut-être que pour moi, c'est un super moment d'achat finalement. Donc il faut faire attention à pas trop se comparer avec les objectifs, les plus-values, le capital des uns des autres, parce qu'on est vraiment tous différents. Même par rapport aux prises de décision, très souvent, il y a ces personnes qui sont tout le temps surveillées, et puis tu auras des personnes qui vont dire « Ah, mais telle personne a dit qu'il avait acheté. » Ok. Et alors ça se trouve, le mec, il a acheté avec 5% de son capital, il a pris une première position, il n'est pas en train de dire, les gars, allez-y, c'est bon, c'est parti, à coup sûr, le marché va monter, tu vois. Donc ça aussi, il faut vraiment tout prendre en compte. Mais très souvent, on prend juste ce qui nous intéresse, c'est telle personne a fait telle chose, telle personne est passée à l'achat, telle personne a dit telle chose dans telle vidéo, tu vois. Donc non, il faut vraiment tout prendre en compte, quoi. Au Liban, guys, les banques qui ferment indéfiniment après une série de braquages. En fait, ce qui se passe, c'est que le Liban fait face à une grave crise d'inflation et le pays est surendetté. Et ça, présentement, ce que ça crée, c'est que ça met le pays sur la limite de la faillite. Et donc, qui dit faillite, dit contrôle de la liquidité. Et présentement, les gens qui sont au Liban ne peuvent pas retirer leur épargne comme ils le voudraient. Donc, on ferme des banques, on limite les retraits d'argent. Finalement, leur argent ne leur appartient presque plus parce qu'ils ne peuvent pas retirer ce qu'ils veulent. Donc, ça a l'air que ça l'a mené à vraiment des gens qui sont désespérés de plus en plus et qui ont finalement décidé de braquer des banques. C'est pour vous dire à quel point, guys, que dans la vie, là, il y a deux choses qui sont très importantes, là, dans le sens que les gens vont se révolter si ça ne fonctionne pas. C'est la nourriture et l'eau, puis l'argent. En général, c'est pas mal ça. Moi, j'ai déjà vu des gens se battre quand il y a eu une pénurie d'eau potable sur la rive sud de Montréal. Puis les gens se battaient au maxi, puis ça faisait simplement 24 heures qu'il n'y avait plus d'eau. Donc, j'imagine pas s'il y avait plus d'eau pendant un mois. Je pense que les gens s'entretueraient. Et là, tu peux voir qu'avec l'argent, c'est un peu la même chose. Pense-y, tu as travaillé toute ta vie pour cet argent-là, puis tu peux pas le sortir. Tu peux pas le sortir. Je trouve ça catastrophique. C'est pour ça que, évidemment, le Bitcoin, c'est une solution sur le long terme, n'est pas contrôlable, n'est pas manipulable, n'est pas saisissable. On le sait. Donc, ça peut être une alternative. Parce qu'aujourd'hui,
On est peut-être à l'abri encore, mais on ne sait jamais, guys, de ce qui pourrait se passer. Au Liban, pensez-vous que les gens pensaient que c'était pour en venir à ça? Ben, peut-être pas. Puis là, aujourd'hui, ben, ils sont pris avec ce genre de problème-là. Donc, est-ce que ça peut arriver ici? Ben, on serait dans les derniers, je pense, honnêtement. Les régulateurs du Royaume-Uni ont proposé un document de 250 pages qui est passé en première lecture, mais attention, il y aura une deuxième lecture le 13 octobre pour bien encadrer les crypto-monnaies et surtout pour contrer le blanchiment d'argent qui est fait avec la crypto-monnaie. Apparemment, ce document permettrait finalement de pouvoir récupérer les crypto-monnaies des utilisateurs qui l'utilisent de façon frauduleuse, à voir évidemment comment cela va se matérialiser. Mais cette régulation qui est proposée n'a pas pour objectif d'embêter le monsieur tout le monde, mais uniquement ceux qui utilisent la crypto-monnaie de façon criminelle, blanchiment d'argent, tentative de détourner les sanctions internationales comme par exemple les oligarques russes, etc., etc. Et soi-disant, cette régulation sera faite avec une très grosse coopération avec les régulateurs américains. Il faudra voir évidemment ce que ça donne, ce que ça mentionne, mais voilà, les régulateurs maintenant, il faut être clair, ils s'activent et vont mettre un certain nombre de choses en place. À voir évidemment l'efficacité que ça peut donner derrière. Rien n'est garanti comme vous l'imaginez bien. Finalement, à la question à quelle hauteur l'adoption de cette loi affectera-t-elle l'inflation en 2022 et 2023, le CBO répond que, au cours de l'année 2022, l'adoption de la loi aura un effet négligeable sur l'inflation. Au cours de l'année 2023, l'inflation serait probablement entre 0,1 point de pourcentage inférieur et 0,1 point de pourcentage supérieur. Autrement dit, et pour faire simple, non seulement la loi sur la réduction de l'inflation aura un effet nul sur l'inflation en 2022, mais en plus et surtout, elle pourrait l'accroître en 2023. Cette loi n'a donc aucunement pour vocation de réduire l'inflation, mais plutôt de favoriser les investissements dans les énergies renouvelables, d'établir un impôt minimum mondial sur les entreprises américaines et augmenter les subventions dans la santé aux familles censées toucher de faibles revenus. Censé, parce qu'en fin de compte, même les ménages touchant l'équivalent de plus de 25 000 $ par mois, c'est-à-dire 304 100 $ à l'année, pourront en bénéficier. L'esprit de cette loi est tout, mais n'a certainement pas pour vocation de lutter contre l'inflation. On comprend donc que l'Inflation Reduction Act et ses implications seront d'une importance capitale tant du côté des États-Unis que dans le reste du monde, et notamment au sein de la zone euro pour les personnes qui y vivent, puisque si l'inflation perdure aux US, alors la Fed devra probablement poursuivre son resserrement de la politique monétaire en augmentant notamment les taux d'intérêt afin de contrecarrer les effets négatifs des politiques budgétaires. Or, chaque fois que la Fed restreint sa politique monétaire, tôt ou tard, les taux se resserrent sur la BCE qui se voit dans l'obligation d'en faire de même, au risque de faire sauter l'euro, qui poursuit actuellement sa chute. Alors, il manque une troisième bougie rouge. Alors, certains me critiquent quand je dis ça, mais ça n'empêche que là, en trimestriel, pour le moment, ça marche bien. Et que, voilà, en général, c'est une correction en 3 bougies. Donc, on a 2 bougies, il nous en manque une. Alors le suspense, c'est où peut aller cette troisième bougie. Est-ce qu'on va chercher les 3640 ici? Est-ce qu'on va faire le double point bas? Alors on en est tellement proche du dernier point bas que je pense qu'on va le percer. Ou est-ce qu'on va descendre jusqu'aux 3475 qui correspondent à ce niveau de Kijun mensuel sur le niveau, donc c'est 3500 et ce niveau des 0,786 d'extension. Alors 0,786, c'est pas un ratio que j'aime beaucoup parce qu'en général il est dépassé. Ce qui est les ratios importants pour Fibo, c'est les 0,618 et le 100%. Alors le 100%, il se trouve à 3272. Donc vous voyez qu'on commence déjà à être très bas. Alors juste pour la petite histoire, dans ce qui circule dans les banques, on va dire, dans les prévisions des banques, puisqu'on est quand même au mois de septembre, donc les banques commencent déjà à faire leurs prévisions pour 2023, à regarder un petit peu les choses. Alors pour le moment, ils sont en train de prévoir le Q4, qui est quand même encore plus proche, avec déviance sur l'année 2023, le Q1 2023, et pour le Q4, une banque en particulier, enfin il y en a même 2 d'ailleurs, mais une deuxième qui est un peu moins pessimiste, où je ne peux pas dire le nom parce que ce sont des newsletters qui sont confidentiels, mais il y a une banque qui prévoit 3020 ou 40, je ne sais plus, mais enfin ça ne change pas grand-chose au schmilblick, sur le S&P pour la 3e semaine d'octobre. Alors, il faut savoir que septembre et octobre sont traditionnellement des mois négatifs. Alors en général, en septembre, on commence à baisser à partir de la mi-septembre et ça couvre donc la 2e quinzaine de septembre et les 3 premières semaines d'octobre. Après, on a un petit moment de flottement avant d'éventuellement, si ça doit se faire, lancer le rallye de Noël au mois de novembre. Donc,
Voilà. Alors, l'idée de cette banque-là, et l'autre, elle est un petit peu moins négative parce qu'elle est à 3100 quelque chose, 3150, je crois, donc c'est un petit peu moins négatif. C'est 3000. Donc, on va dire, 3040, 3020, on va pas chicaner pour quelques points. Donc, 3000 au 19 octobre. Alors, si je regarde ça sur mon graphique, voilà, la semaine du 17 octobre, elle est ici. Donc, en partant du principe que ce soit là, cette semaine-là, qu'on atteigne ce point-là, voilà la semaine suivante. Donc, si on va chercher les 3000... Voilà, 3000 c'est ici. Donc ça veut dire que pour descendre jusqu'à ce niveau-là, donc la semaine du 17 au 23 octobre, les semaines au 22 octobre, il va falloir faire une ligne droite. Parce que vous voyez qu'on devrait être à 3000 ici, au 19 octobre, et on est encore là-haut. Donc ça fait une descente un peu verticale. Alors si on en croit cette banque, et si cette banque a raison, ça veut dire qu'on a un crash, grosso modo. Parce que pour descendre aussi rapidement en l'espace de 3 semaines, il va falloir y aller. Donc quelque part, ça risque d'être un peu violent. Je voulais vous montrer aujourd'hui l'euro-dollar. Je viens de faire un tweet en plus. Donc, c'était pour vous montrer qu'on n'avait pas vu un niveau aussi bas. Donc là, en fait, si vous avez $1, vous pouvez l'échanger contre 0,97 centimes. Donc, ça fait quand même depuis très longtemps. Donc là, on peut dire même ici précisément depuis le 2 décembre 2002, donc il y a plus de 20 ans, on pouvait en fait à chaque fois avoir un change positif contre le dollar. Donc là, même ces derniers mois, on avait encore la possibilité d'échanger €1 contre $1,10, $1,15, etc. Donc là, la problématique, c'est que l'euro maintenant est moins fort que le dollar. Donc à cause de quoi? À cause bien sûr du Covid, mais surtout de la guerre qu'il y a en Europe et qu'il n'y a pas donc c'était pas très français ce que j'ai dit, au States. Donc bref, on se fait éclater jusqu'à où on va descendre. Est-ce qu'on va descendre jusqu'à ce support, les 85 centimes? Bon, j'espère pas, bien sûr, personne ne l'espère, mais vraiment, voilà, attendez-vous à tout. Déjà, de voir le dollar, l'euro dollar, donc en dessous de $1. Un point, on ne pensait pas le voir d'aussitôt, mais bon, là on peut le voir, on a atteint un niveau record qu'on n'a pas atteint depuis le 1er octobre 2022, donc bientôt 20 ans. Bref, c'était important, donc j'avais besoin de vous le montrer, et aussi c'est pour ça que tous les marchés continuent de chuter, parce que là les investisseurs commencent à avoir un petit peu peur. Ishimoku, il est bear depuis tout le temps. Ishimoku, il faut pas hésiter, sauf en monthly. Monthly, il faut pas l'interpréter, c'est une time frame beaucoup trop grande, mais il est bear quelle que soit la time frame. Que ça soit en daily, il est bear. D'ailleurs, ici, je vais vous mettre ça, comme ça, vous voyez également les noms que je vais donner. La Chikuspan, la Ginspan, donc qui est indiqué ici, Chikuspan, et moi je dis la Ginspan. J'ai du coup mis les deux comme ça, et bien tout le monde se comprend. La Chikuspan, la Ginspan, pardon, elle est sous le cours, elle est sous la SSB, sous la Tenkan, elle est en dessous de tout. C'est bear, d'accord? Ça, c'est un signal bear. La Tenkan est au-dessus du cours, donc la ligne, la Kijun, pardon. Tenkan, c'est autre chose, d'ailleurs, je ne l'ai même pas mis à l'écran, pardon. La Kijun, pardon, la rose ici, elle est au-dessus du cours, c'est bear. Le cours est en dessous de la Kijun, c'est bear. La SSB est au-dessus du cours, au-dessus de la Kijun, bref, la SSB, elle est au-dessus de tout, c'est bear. On a un nuage rouge ici, vous voyez bien, c'est bear. Tout est bear en daily. Et ce, dans toutes les time frames. Je vous ai fait le daily pour montrer, mais on va passer en weekly pour montrer une autre time frame. Ici, on le voit, la Ginspan également, Chikuspan sous le cours, c'est bear. SSB, etc. Tout compris. La Ginspan est en tout, point barre. C'est bear. Le cours est bel et bien en dessous de la Kijun, c'est bear. Le nuage rouge, il est là, c'est bear. La SSB au-dessus de tout, c'est bear. Bref, en gros, c'est bear. Que ça soit en daily, que ça soit en 5 jours, que ça soit en 3 jours, que ça soit en weekly. Et plus on va monter, sauf en monthly, mais plus on va monter finalement, dans les time frames, et au plus il y aura une latence. Mais là, on commence à être bear également sur la 2 semaines. C'est-à-dire que la Ginspan, elle est sous la Kijun, elle est sous le cours. Le cours, la SSB est au-dessus du cours. La Kijun, pour le moment, est encore au-dessus de la SSB, mais il tarderait plus que gros crash vers les 10 000, les 14 000. Petite continuation de cette affaire-là. Et en fait, ensuite, qu'est-ce qui se passe? On passe sous la SSB également. C'est bear. Là, maintenant, il faut passer, entre guillemets, pour avoir une interprétation mi-boule, mi-bear, à partir de 2 semaines. Mais grossièrement, la configuration n'est pas belle non plus. Ishimoku, c'est un des indicateurs qui est le plus bear. D'accord? C'est pour le moment un des indicateurs qui est le plus bear parmi tous les indicateurs que j'ai pu lire. J'ai rajouté cette petite charte là, c'est tout simplement le Bitcoin sur les altcoins, le Bitcoin sur l'ETH et l'ETH sur les altcoins. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est ceux qui se posent la question, est-ce que c'est mieux d'avoir du Bitcoin, c'est mieux d'avoir de l'ETH ou c'est mieux d'avoir les autres altcoins hors ETH, d'accord? Total 3 ici, c'est quoi? C'est tous les altcoins sauf l'ETH, d'accord? Donc Total 3 c'est tout sauf Bitcoin et sauf ETH.
Et donc là, on a le Bitcoin sur total 3. Quand ça monte comme ça, c'est-à-dire que c'est le Bitcoin qui surperforme. Donc, il vaut mieux avoir du Bitcoin. Et quand ça tombe comme ça, comme sur cette charte-là, hop, je diminue un petit peu. Depuis à peu près le janvier 2021, ça tombe. Là, c'est les altcoins qui ont surperformé le Bitcoin. Là, c'est altcoin saison de malade. On l'a eu l'année dernière. Ça a été janvier, février 2021. Bon. Et depuis, ça zigzague. Le Bitcoin, il surperforme, puis les altcoins, puis le Bitcoin, puis les altcoins, puis le Bitcoin, puis les altcoins surperforment. Et là, maintenant, on est en train de bientôt taper le bas. Bon, si on tape le bas et qu'on remonte, c'est le Bitcoin qui va surperformer les altcoins. Donc le Bitcoin va faire beaucoup de vert et les altcoins moins de vert, ou le Bitcoin va faire un petit peu de rouge et les altcoins beaucoup de rouge. C'est ce que ça veut dire. Le Bitcoin sera mieux que l'ETH. Pour l'instant, que le reste des altcoins, pardon. Hors ETH, ok. Dedans, il n'y a pas l'ETH dans ça. Donc là, ça nous dit que peut-être que le Bitcoin va surperformer tous les altcoins hors ETH. Ça, parce que si on repart vers le haut, d'accord. Si jamais on break ça vers le bas, là, c'est tous les altcoins, sauf le TH, qui vont surperformer le Bitcoin. Ça va être une altcoin saison, ça va être la folie totale sur nos altcoins. Voilà. Et le Bitcoin, il va faire, les gens vont faire la gueule au Bitcoin. Bon. Maintenant, entre le Bitcoin et le TH, c'est quoi le mieux? Alors, on a un petit canal comme ça. Alors, le passé, je ne le fais pas. Le passé, depuis... allez, je te le fais, d'accord. Depuis 2018 jusqu'en 2020, ça a été le Bitcoin qui a surperformé le TH. Et depuis 2020, depuis le bull run 2020-2021, c'est le TH qui surperforme le Bitcoin, tout simplement. On l'a vu, hein. Le TH, pendant longtemps, il est resté en dessous des $1000. Il foutait rien, il dormait. Et tout d'un coup, il a fait 1000-4500, la brade d'un coup, tu vois. Bon. Et maintenant, c'est genre le Bitcoin superforme, le TH, le Bitcoin, le TH, le Bitcoin, le TH, le Bitcoin. Bon, là, si jamais on se heurte à cette trendline ici, ça serait le Bitcoin qui a assez surperformé, tu vois, ça a monté, et maintenant, c'est le TH qui va surperformer, ça va descendre. Pendant toute cette descente-là, c'est le TH qui va surperformer le Bitcoin. Premier scénario. Deuxième scénario, c'est ça explose ça vers le haut et c'est le Bitcoin qui surperforme le TH pendant, j'en sais rien, moi, plusieurs semaines, plusieurs mois, j'en sais strictement rien. Bon. Donc là, si ça se tape sur ce canal-là, c'est plutôt le TH qui va reprendre le relais. À quel point une technologie comme ceci, qui n'est pas encore utilisée, qu'on soit d'accord, qui est utilisée très partiellement. Donc on n'est même pas dans une notion de bulle. La bulle, pour moi, n'est pas encore arrivée. C'est-à-dire que oui, on a eu une période très forte sur laquelle on a eu une grosse accélération, mais pour moi, la mass adoption, on en est très très loin. La technologie de la blockchain en elle-même est assez peu utilisée, vraiment très peu utilisée, et très peu par rapport à, même en termes de fonctionnalité, ce qu'elle aura dans 2-3 ans. Donc on est dans une phase réellement de construction d'une technologie. À quel point cette technologie, qui d'ailleurs, quand on regarde un petit peu, ça je vous en ai déjà parlé, mais les différentes classes d'ingénieurs un peu partout dans le monde, où on a un tiers qui ne veulent travailler que sur la blockchain et nulle part ailleurs, à quel point cette technologie-là, dans laquelle on va avoir un investissement massif intellectuel de développement, ne va pas performer, ou en tout cas être résiliente par rapport à une crise économique qui est déjà en cours de structuration. Pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis bullish, et une des raisons pour lesquelles, même si on s'enfonce, ça me gênera pas plus que ça. Ça me gênera pas plus que ça, et quand on regarde un petit peu, et je vais terminer là-dessus, ici je suis sur la capitalisation totale boursière des crypto-monnaies, donc qui est la totalité des cryptos. Quand je la compare un petit peu au BTC, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur un BTC où on est majoritairement quand même sur quelque chose qui potentiellement est un petit peu baissier, sur la totalité des crypto-monnaies, donc la capitalisation, donc on rappelle le BTC représente quand même 40% de ça, on a quelque chose qui est plutôt bullish, d'accord, on a quelque chose qui est plutôt performant. Pourquoi ? Parce que la totalité de la capitalisation représente la technologie ainsi que le concept monétaire, les deux jumelés, alors que le BTC représente une partie d'une technologie plus la représentation monétaire. Et là, on a justement un signe pour moi fort du fait que les crypto-monnaies et la blockchain, la technologie en elle-même, va très bien se porter dans ce qui va arriver. Oui, peut ranger, peut être dans une zone de neutralité, mais va être résiliente à la forme économique, surtout quand on regarde que on a déjà depuis un certain temps une diminution des produits composés dans lesquels elle est intégrée, et ça sous-entend aussi que là-dessus, on va avoir moins d'impact sur les chutes financières des marchés classiques, et une forme de résilience accentuée. Et c'est pour ça que
d'ordre général. Je suis bullish sur les crypto-monnaies, sur la blockchain, malgré le narratif actuel, parce que je prends en considération la totalité, et ça reste mon avis personnel, et la façon dans laquelle j'analyse le marché. Alors, le truc qui me plaît beaucoup, les gars, c'est que tu n'as pas besoin de jouer au jeu depuis 2 ans pour pouvoir te faire une petite partie kiffer. Ça, c'est vraiment sympa. C'est ce qui me plaisait beaucoup et c'est ce qui me faisait peur, parce que tu sais, j'ai joué un peu à Gods Unchained, j'ai joué un peu à Hearthstone. Moi qui suis un joueur occasionnel, Hearthstone qui va plus. Tu peux pas t'amuser en faisant 1 ou 2 games, parce qu'il y a toujours un nouveau truc, il y a toujours des nouvelles cartes, c'est toujours très très complexe, très ficelé. Là, t'as un skill qui te permet d'aller dans un certain niveau, mais le mec qui se fait une game occasionnelle, pour comprendre le jeu et pour comprendre ses mécaniques, c'est toujours la même chose, c'est comme le vélo, quoi. Quand tu l'as acquis une fois, c'est bon, t'as les bases. Maintenant, à toi d'aller beaucoup plus loin pour essayer de performer et d'avoir le skill pour. Ça se rapproche plus du jeu d'échecs, comme tu dis, que d'un jeu où t'as des cartes qui ont des sorts spéciales, que pour certains types de cartes de certaines familles je trouve ça mieux, car beaucoup plus inclusif comme jeu vidéo. Et ton ressenti alors c'est quoi? Mon ressenti, j'ai envie de voir ce que ça peut donner dans les cartes de haut niveau, c'est ça, honnêtement, hein. Qu'est-ce que ça va donner dans un combat compétitif? Mon ressenti en gameplay, c'est que je pense que ça va plaire à beaucoup de monde, et ça donne toujours envie d'en remettre une. Ça donne toujours envie de remettre une petite carte. J'ai hâte de voir les attaques spéciales qui vont arriver, mais c'est vrai que t'as quand même ce côté qui est assez addictif, parce que tu n'as pas les 6 mois d'éducation de l'univers complet pour pouvoir t'amuser. Quelqu'un qui ne connaît pas Cross the Ages, quelqu'un qui ne connaît pas la blockchain, peut venir se taper son deck et se taper sa game. Et ça, c'est le truc que j'avais pas vu venir, en fait, si tu veux, dans le jeu. Franchement, c'est propre, je suis surpris. La plupart des gens qui montent leurs jeux vidéo, je m'attends à moins que ça. Parce que c'est assez bien foutu, c'est bien travaillé, il y a beaucoup de design, mais ça, c'est également parce que t'avais une force de frappe en amont. Donc non, je suis vraiment impressionné de ce que ça donne maintenant. J'ai envie de voir la rétention des joueurs, j'ai envie de voir ce que ça va donner une fois que le jeu sera sorti. Mais pour le coup, je pense qu'on est sur un pari gagné. J'ai beaucoup le feedback de la communauté parce que c'est important de savoir ce qui plaît, ce qui plaît pas. Il y a déjà des changements qu'on a fait ces derniers mois en fonction des premiers retours qu'on avait eu, dès les vendus sur le plateau. Et c'est aussi ça la force de Cross the Ages, c'est de pouvoir s'adapter tout en gardant le core gameplay plutôt abordable, simple. On veut vraiment pas faire un jeu compliqué à la Magic, Yu-Gi-Oh, Hearthstone ou autre, alors que pour le coup c'est des jeux qui sont assez intéressants, mais peut-être trop élitistes, et on veut quelque chose qui est plutôt ouvert pour tout public. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.